À Thanksgiving, ma sœur a présenté son nouveau petit ami. Et tout le monde me fixait. Maman a coupé court. Ne nous fais pas honte. Ils ont ri. J'ai juste souri jusqu'à voir leur visage blêmir. L'appel de ma mère m'a surprise à la station-service. À 100 kilomètres de la maison familiale, j'étais en train de faire le plein quand son nom s'est affiché sur l'écran de mon téléphone. J'ai hésité à ne pas répondre, mais ça ne marche pas comme ça avec ma mère. Si tu ne réponds pas, elle rappelle, et encore, et encore. Et puis Kirsten m'écrira que je l'ignore et ça recommencera. Chérie, tu es déjà en route? Sa voix semblait poser une toute autre question. Oui, maman, j'arrive dans 1 heure et demie. Très bien. Au fait, papa pensait réparer le toit, il faut le refaire. J'ai compté silencieusement jusqu'à 5. Voilà. Toujours la même chose, seule la forme change. Ce n'était pas une allusion à un prêt, c'était pire, une démonstration. Comme pour dire que nous pouvions nous permettre de réparer le toit, mais que toi, avec ton travail d'entrepôt, tu ne le pouvais certainement pas. Ma mère ne l'a jamais dit ouvertement, mais son ton trahissait tout. D'accord, maman, répondis-je neutre. Elle n'approfondit pas le sujet, pour l'instant. Au lieu de cela, elle m'a rappelé que Kirsten était très nerveuse parce qu'elle voulait me présenter son nouveau petit ami et que je devais être aimable. Comme si j'allais lui sauter dessus avec une fourchette. Après avoir raccroché, je suis restée 1 minute près de la voiture, à regarder le paysage plat de l'Iowa autour de la station-service champ gris, ciel gris, humeur grise. Je n'étais pas rentrée à la maison depuis près de 2 ans, depuis le dernier Thanksgiving, lorsque ma mère avait déclaré devant tout le monde que j'étais restée trop longtemps célibataire et que même Kirsten avait déjà trouvé quelqu'un. Kirsten sortait alors avec un loser qui avait disparu avec son argent 3 mois plus tard, mais ce ne sont que des détails. Pendant 1 an et demi, j'ai trouvé des excuses. Le travail, les voyages d'affaires, les projets, tout cela est vrai. Mais la raison principale était que je ne voulais tout simplement pas y aller. Je ne voulais pas m'asseoir à cette table où personne ne m'avait vu depuis des années. Où mon travail était quelque chose dans un entrepôt, où mes réalisations n'existaient pas parce que je ne m'étais pas mariée et n'avais pas donné naissance à des petits-enfants. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a pris encore 1 heure. Je me suis garée devant leur porche à 4 heures de l'après-midi alors que le ciel commençait déjà à s'assombrir. La même maison, la même clôture que mon père avait promis de peindre il y a 5 ans et qu'il n'avait toujours pas peinte. Personne n'avait ramassé les feuilles sur la pelouse, elles formaient un tapis humide. Mais le toit, j'ai remarqué, avait l'air tout à fait normal, il n'y avait pas besoin de réparation, c'était juste une autre façon de montrer qu'il pouvait se le permettre. Ma mère a ouvert la porte avant même que je frappe. Enfin, nous pensions que tu ne viendrais pas. Elle m'a embrassée, rapidement, formellement, et a immédiatement commencé à faire des commentaires. Tu as maigri, tu ne manges pas bien, tu as des cernes sous les yeux, tu travailles trop. Je n'ai pas répondu, c'était rhétorique. Maman n'attendait pas de réponse, elle posait des diagnostics. Dans le salon, mon père m'a salué d'un bref signe de tête depuis son fauteuil, ainsi que ma tante Cheryl, la sœur de ma mère, qui avait apporté sa célèbre tarte à la citrouille. Tante Cheryl m'a toujours été plus proche que le reste de la famille, peut-être parce qu'elle aussi était différente. Divorcée, sans enfant, avec sa propre entreprise de restauration que ma mère considérait comme peu sérieuse. Tu as bonne mine, dit ma tante en clignant de l'œil. Elle a maigri, corrigea ma mère. Kirsten descendit les escaliers 10 minutes plus tard, vêtue d'une nouvelle robe et soigneusement maquillée. Elle était vraiment nerveuse, de cela se voyait. Il va descendre dans un instant, dit-elle à la place d'un bonjour. Chérie, s'il te plaît, sois normale, d'accord? Je voulais lui demander ce qu'elle entendait par normal, mais je n'en ai pas eu le temps. Il est sorti de la cuisine. Grand, blond, il semblait avoir 33 ou 32 ans. Un visage ordinaire, ni beau ni laid. Il était habillé simplement, un jean, un pull. Il a souri à tout le monde, puis s'est tourné vers moi. Et quelque chose s'est passé. J'ai vu son sourire s'arrêter un instant. Il a regardé mon visage attentivement, comme s'il cherchait quelque chose. Puis il a rapidement détourné le regard. Nate, a-t-il dit en tendant la main. Enchanté. Dora. La poignée de main fut brève et sèche. J'ai remarqué que Kirsten échangeait un regard avec sa mère, un regard rapide et inquiet. Quelque chose n'allait pas. Mais quoi? L'atmosphère à table est devenue encore plus étrange. La mère me regardait sans cesse, comme si elle attendait quelque chose. Le père fixait son assiette encore plus que d'habitude. Kirsten tournait nerveusement sa serviette et Nate me jetait de temps en temps des regards quand il pensait que je ne le voyais pas. Pas hostile, pas intéressé, plutôt évaluateur. Quand la dinde a été servie et que tout le monde a commencé à se servir, Nate s'est tourné vers moi avec un sourire poli. Alors, tu fais quoi dans la vie, Dorothée? Kirsten m'a dit que tu travaillais dans la logistique. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais ma mère m'a interrompu. Ne nous fais pas honte. Cela a sonné comme une blague, tout le monde a ri, mon père, ma tante Cheryl, même Kirsten, tout le monde sauf Nate. Il m'a simplement regardé avec une expression étrange. Kirsten a ajouté en riant: Tu devrais peut-être mentir cette fois-ci pour ne pas avoir l'air si pitoyable. Encore plus de rire. J'ai souri avec eux, comme d'habitude. Pendant des années, c'était la réaction standard à toute mention de mon travail. Quelque chose dans un entrepôt. Elle tranche des papiers. Pathétique. Ils ne demandaient jamais de détails. Ça ne les intéressait pas. Mais aujourd'hui, j'ai craqué. Peut-être à cause du regard de Nate. Peut-être à cause d'une nouvelle démonstration de force. Peut-être à cause des 18 mois pendant lesquels j'ai essayé de me convaincre que je m'en fichais, avant de réaliser que ce n'était pas le cas. En fait, ai-je dit calmement, une fois les rires calmés, il y a 3 mois, j'ai été promue directrice régionale des achats.
Silence. Je suis responsable des contrats avec les fournisseurs dans 8 États. Je négocie des montants allant de 500 000 à 5 millions de dollars. Je prends les décisions concernant le recrutement des cadres moyens et supérieurs. Le mois dernier, j'ai conclu un accord à Kansas City qui a permis à l'entreprise d'économiser 1,2 million de dollars. Je me suis arrêtée. J'ai regardé les visages autour de moi. Ma mère était figée, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Je la voyais faire le calcul dans sa tête, toutes ces allusions, toutes ces démonstrations de richesse, toutes ces remarques condescendantes sur quelque chose en stock, et elle comprenait combien gagnait réellement sa fille, qu'elle avait considérée pendant des années comme un cas désespéré. Une fille en qui gagnait plus que deux réunis, beaucoup plus. Le père posa lentement sa serviette sur la table. Il ne me regardait pas, il regardait quelque part dans le vide. Kirsten ouvrit la bouche mais ne dit rien, ses yeux s'agrandirent et Nate posa lentement sa fourchette sur son assiette et se cala dans son chaise. Il regardait Kirsten, longuement, attentivement, comme s'il venait d'obtenir la confirmation de quelque chose qu'il soupçonnait. Puis il s'est levé. Excusez-moi, j'ai besoin de prendre l'air. Et il est sorti sur le porche. Kirsten s'est levée pour le suivre, mais ma mère l'a attrapé par la main. Reste assise, laisse-le se calmer. Tante Cheryl se leva doucement, s'approcha de moi et se pencha vers mon oreille. Il y a 6 mois, il a passé un entretien dans ton entreprise. Pour un poste de direction, il a été refusé. Je me suis retournée vers elle. L'entretien a été mené par une femme du nom de Wensinger, a poursuivi ma tante. Quand Kirsten l'a présenté à ses parents et qu'il a entendu le nom, il a compris. Je regardais la porte derrière laquelle Nate avait disparu. J'essayais de me souvenir. Il y a 6 mois, c'était un trimestre difficile, des dizaines d'entretiens, des centaines de CV. Les visages se confondaient. Je ne me souvenais pas de lui. Mais ensuite, je me suis dit, s'il avait été le meilleur candidat, je l'aurais pris. Je prends toujours les meilleurs. C'est mon travail. J'ai choisi quelqu'un d'autre, donc cet autre était meilleur. Et Nate, à en juger par son pull et sa montre, avait lui aussi trouvé un emploi. Il ne manque de rien. Alors, quel est le problème? Pourquoi tout le monde me regarde comme si j'avais fait quelque chose d'horrible? La porte s'est ouverte. Nate est rentré à la maison. Il ne s'est pas assis à table, mais s'est approché de Kirsten et a dit doucement, mais de manière à ce que tout le monde l'entende, il faut qu'on parle. Kirsten a pâli. Pas ici, pas maintenant, s'il te plaît. Ici même, dit-il sans élever la voix, mais avec un ton qui ne souffrait aucune objection. Tout de suite. L'air froid m'a frappé le visage lorsque je suis sortie sur le porche. Nate se tenait près de la balustrade, appuyé des deux mains, et regardait quelque part dans l'obscurité. Kirsten me suivit, j'entendais ses pas, nerveux, précipités. Nate, commença-t-elle, rentrons à la maison et discutons là-bas. Ce n'est pas le bon endroit. L'endroit, dit-il sans élever la voix, mais son intonation fut telle que Kirsten s'interrompit. J'en ai marre d'attendre le bon moment. Il ne viendra pas. Il se tourna vers nous. Dans la lumière tamisée de la fenêtre, son visage semblait plus vieux, plus fatigué. Quand tu m'as présenté tes parents il y a un mois, j'ai entendu le nom de Vensing. Ce n'est pas le plus courant. Et tu m'as dit que ta sœur travaillait chez Greenwood Distribution, la même entreprise où j'ai passé un entretien pour un poste de directeur régional il y a 6 mois. Kirsten restait immobile, je voyais qu'elle serrait les mains devant elle. Je t'ai posé une question directe, a poursuivi Nate. Se pourrait-il que ce soit ta sœur qui ait mené cet entretien? Qu'a-t-elle répondu, Kirsten? Répète-le, Adora. Silence. Répète-le. Kirsten m'a regardé, les yeux brillants de larmes. J'ai dit que c'était impossible, dit-elle d'une voix tremblante, que Dora est une simple employée de bureau, qu'elle ne prend aucune décision, qu'elle est juste assise devant son ordinateur et fait des calculs, que ce n'est certainement pas elle. Elle se tut, puis elle ajouta plus doucement. C'est ce que je pensais, c'est vraiment ce que je pensais. Nate se tourna vers moi. Et maintenant, il s'avère que vous êtes directrice régionale, que vous embauchez des cadres, que vous négociez des contrats de plusieurs millions de dollars. Je restais silencieuse. Donc, dit-il en regardant à nouveau Kirsten, soit vous m'avez menti délibérément, soit vous ne saviez vraiment pas ce que faisait votre propre sœur. Je n'ai pas encore décidé ce qui est pire. Je ne savais pas. Kirsten pleurait déjà. Personne ne savait. Nous pensions tous qu'elle travaillait simplement dans un entrepôt, qu'elle s'occupait de documents. Elle ne nous a jamais rien dit. Elle ne vous a rien dit? Nate secoua la tête. Ou vous ne lui avez rien demandé? C'était juste, j'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine, non pas à cause de l'offense, mais parce que quelqu'un avait enfin dit cela à voix haute. Je n'ai jamais rien caché, ai-je dit, et ils se sont tous les deux tournés vers moi. Quand j'ai été promue directrice il y a 3 ans, je l'ai dit, ma mère m'a dit d'accord, l'important est de ne pas te surmener. Quand j'ai été nommée directrice principale, je l'ai mentionné à Noël. Mon père a hoché la tête et a changé de chaîne. Quand je suis devenue directrice régionale il y a 3 mois, je l'ai écrit dans le chat familial. Kirsten a répondu avec un emoji pouce levé. Ma mère n'a même pas lu le message. Kirsten s'est essuyé les yeux. Je ne me souviens pas de ce message. Il est là, tu peux vérifier. Elle n'a pas répondu, nous savions toutes les deux qu'elle ne vérifierait pas. Nate me regardait différemment, pas avec le regard critique que j'avais vu à table, mais avec quelque chose qui ressemblait à de la compréhension. À propos de l'entretien, j'ai décidé de clore le sujet une fois pour toutes. Je ne me souviens pas de vous. Il y a 6 mois, j'ai mené des dizaines d'entretiens pour différents postes, des centaines de CV, les visages se confondent, il a acquiescé sans m'interrompre. Mais je me souviens de ce poste, directeur régional. 12 candidats étaient en lice, j'en ai sélectionné 3 pour la finale. J'en ai embauché un, je l'ai regardé dans les yeux. Si vous aviez été le meilleur candidat, je vous aurais embauché. Je choisis toujours les meilleurs. C'est mon travail et je le fais bien. J'ai choisi quelqu'un d'autre, donc il était meilleur. Nate était resté silencieux.
Et à en juger par vos vêtements, votre montre, votre voiture garée devant votre maison, vous avez aussi trouvé un emploi. Vous ne semblez pas être dans le besoin. Alors pourquoi vous plaindre? Il expira, non pas avec irritation, mais presque avec soulagement. Je n'ai rien à vous reprocher. Nate, commença Kirsten. Je n'ai rien à vous reprocher, répéta-t-il sans la regarder. Vous avez fait votre travail, vous avez choisi le meilleur candidat, je ne suis pas le meilleur, ça arrive. J'ai trouvé un autre poste, avec des conditions encore meilleures. C'est la vie. Il se tourna enfin vers Kirsten. Mais j'ai des reproches à vous faire. Elle pâlit encore plus, pas pour avoir menti, car je vois maintenant que vous n'avez pas menti. Tu ne savais vraiment pas, et c'est ce qui m'effraie le plus. Quoi murmura-t-elle. Comment peux-tu ne pas savoir ce que fait ta propre sœur? Pas une connaissance, pas une collègue, ta sœur, la personne avec qui tu as grandi sous le même toit. Tu ne lui as jamais demandé en 3 ans comment ça va au travail. Quoi de neuf? Tu ne t'es jamais intéressé à elle? Kirsten ouvrit la bouche, mais Nate ne la laissa pas répondre. Je connais ta famille depuis un mois. Un mois. Et pendant ce temps, j'ai vu ta mère humilier Dora à table. J'ai vu comment vous vous moquiez tous de son travail. Je l'ai vue rester assise en silence et sourire comme si c'était normal. Et je me suis dit, peut-être qu'elle n'a vraiment rien accompli. Peut-être que c'est pour ça qu'ils se comportent ainsi. Il recula d'un pas. Et maintenant, il s'avère qu'elle gagne plus que vous tous réunis. Qu'elle gère des contrats de plusieurs millions. Qu'elle a réussi. Et vous ne le saviez même pas. Non pas parce qu'elle vous l'avait caché, mais parce que vous vous en fichiez. Kirsten sanglotait à voix haute. Je m'en fiche pas. Je l'aime. C'est ma sœur. Nate ne dit rien, se contentant de secouer la tête. Il prit les clés de la voiture. Je pars, j'ai besoin de réfléchir. Nate attend. Kirsten se précipita vers lui. Ne pars pas comme ça, parlons-en. Je ne veux pas parler maintenant, j'ai besoin de me calmer. Il la contourna et se dirigea vers la voiture. Kirsten se tenait sous le porche, les bras croisés autour d'elle, tremblant soit de froid, soit de larmes. Je ne savais pas trop. La porte s'ouvrit derrière nous, ma mère. Que se passe-t-il ici? Pourquoi est-il parti? Kirsten ne répondit pas. Elle regardait la voiture jusqu'à ce qu'elle disparaisse au détour d'un virage. Qu'est-ce que tu as fait? Ma mère se tourna vers moi, sa voix était aiguë, accusatrice. Pourquoi t'es-tu vantée à table? Tu ne pouvais pas te taire. Je la regardais et je ressentais un calme étrange, le même vide qui survient quand on comprend qu'on ne peut plus rien changer. On m'a demandé ce que je faisais, j'ai répondu. Tu aurais pu répondre normalement, sans ces chiffres, ces millions. Maman, l'interrompis-je et elle se tut, surprise. Je l'interrompais rarement. Quand Nate m'a demandé ce que je faisais, tu m'as dit ne nous fais pas honte. Kirsten m'a dit mens pour ne pas avoir l'air pitoyable. Vous vouliez que je mente pour avoir l'air pitoyable? Qu'espériez-vous? Ma mère a ouvert la bouche puis l'a refermée. C'était une blague. Ce n'était pas une blague, c'était ce que vous pensiez vraiment, que mon travail était pitoyable, que je vous faisais honte, que je devais mentir sur ma vie parce que la vérité n'était pas assez bonne. Chérie, je n'ai pas menti, j'ai dit la vérité et maintenant je suis aussi coupable de cela. Mon père se tenait dans l'embrasure de la porte derrière ma mère, il restait silencieux comme toujours. Tu aurais quand même pu être plus diplomate, dit ma mère, mais sa voix n'avait plus la même assurance. Plus diplomate? J'ai été tactique pendant des années. Pendant des années, je me suis tue quand vous vous moquiez de mon travail. Pendant des années, je n'ai rien dit quand vous vous vantiez de pouvoir vous permettre de réparer le toit, laissant entendre que je ne le pouvais pas. Pendant des années, je suis venue d'ici et je me suis assise à cette table où personne ne me voyait ni ne m'entendait. Ma mère serra les lèvres. Nous t'avons toujours aimé. Aimé? J'ai failli rire. Vous ne m'avez jamais demandé comment j'allais. Pas une seule fois en 3 ans, vous ne m'avez demandé chérie, comment va ton travail? Pas une seule fois, vous n'avez lu jusqu'au bout les messages dans le chat familial. Pas une seule fois, vous ne m'avez appelé sans raison particulière. Tante Cheryl est sortie sur le porche et a posé doucement sa main sur mon épaule. Viens, je te conduis à la gare. J'ai acquiescé, je ne voulais plus rester ici. Kirsten se tenait près de la balustrade comme figée. Quand je suis passée devant elle, elle a murmuré chérie, pardon, je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne voulais pas, mais simplement parce que je ne savais pas quoi dire. Dans la voiture de tante Cheryl, il faisait chaud et ça sentait la cannelle. Elle avait toujours un parfum avec elle. Nous avons roulé en silence pendant les 10 premières minutes, puis elle a pris la parole. Ta mère n'est pas une mauvaise personne, elle ne te comprend tout simplement pas. Elle n'a jamais essayé de comprendre. C'est vrai, acquiesça ma tante. Pour elle, le succès, c'est le mariage, les enfants, la maison. Elle a été élevée ainsi, c'est comme ça qu'elle pense. Quand tu as choisi une autre voie, elle ne savait pas comment réagir. Il était plus facile de décider que tu étais irrécupérable. Et Kirsten? Kirsten est une enfant. Elle a toujours été une enfant, même une fois adulte. Elle vivait selon les attentes et les rêves de sa mère. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'il pouvait en être autrement. Nous avons pris la route. Les phares des voitures, ceux qui venaient en sens inverse, clignotaient dans l'obscurité. Le train pour Chicago partait dans 1 heure. J'étais assise sur un banc froid, je regardais les rails vides et je pensais voilà, c'est fini. Pendant 1 an et demi, j'ai fui cette maison et maintenant je sais pourquoi. Je ne voulais pas entendre la vérité. Je ne voulais pas admettre que pour ma famille, je n'étais personne. Le téléphone a vibré, un numéro inconnu. Allô, Dora? Une voix féminine, familière, mais je ne me souvenais pas tout de suite d'où. C'est Tia Marchetti, l'université. Nous étions les meilleurs amis pendant les premières années, puis elle a changé d'université et nous avons perdu contact. Il y a 1 an, j'ai appris qu'elle travaillait chez Greenwood Distribution, comme coordinatrice au bureau de Chicago. Nous nous sommes croisés plusieurs fois dans les couloirs, nous avons échangé des sourires polis, mais rien de plus. Tia? M'étonnai-je.
Comment as-tu eu mon numéro? Contact professionnel. Écoute, il faut qu'on parle de toute urgence. Quelque chose dans sa voix m'a mise en alerte. Que s'est-il passé? Pas au téléphone. Quand rentres-tu à Chicago? Ce soir. Alors demain. À 9 heures du matin, au café au coin de Michigan et Van Buren. Tu sais lequel? Oui, mais dis-moi au moins de quoi il s'agit. De ton travail, de ta promotion. Dora, tu es en danger. Et elle raccrocha, me laissant seule avec le téléphone à la main et une question qui me trottait dans la tête et me serrait le cœur. Le train est arrivé à Chicago à 22h30. J'ai pris un taxi pour rentrer chez moi, j'ai pris une douche et je me suis couchée, mais je n'ai pas dormi. Allongée dans le noir, je regardais le plafond et repassais dans ma tête les mots de Tia. Tu es en danger. Qu'est-ce que cela signifiait? Un danger au travail? Qu'est-ce que cela pouvait être? Un licenciement? Quelque chose de pire? À 8 heures du matin, j'étais déjà debout. J'ai bu un café et mangé un toast, même si j'avais l'estomac noué. À 8h45, je suis sortie de chez moi. Le café au coin de Michigan et Van Buren était à 15 minutes à pied. Je suis arrivée à 9 heures pile. Tia m'attendait déjà à une table dans le coin. Elle avait l'air fatiguée, des cernes sous les yeux, les cheveux attachés en queue de cheval négligée. En me voyant, elle s'est levée et a même essayé de sourire, mais son sourire était forcé. Merci d'être venue. Tu ne m'as pas laissé le choix, ai-je répondu en m'asseyant en face d'elle. Tu es en danger. C'est une déclaration grave. Raconte-moi tout. Elle a serré la tasse de café entre ses mains, comme pour se réchauffer les mains, alors que la pièce était bien chauffée. Quelqu'un répand des rumeurs à ton sujet, sur la façon dont tu as obtenu ta promotion. Des rumeurs, lesquelles? Que tu as couché avec Brandon Lawson. J'ai senti mon souffle se couper. Brandon Lawson est vice-président des opérations, c'est lui qui a signé mon ordre de promotion. Je ne lui ai parlé que 2 fois dans ma vie, lors d'événements d'entreprise, en présence de dizaines d'autres personnes. C'est absurde, dis-je lorsque je retrouvais ma voix. Je connais à peine Lawson, nous ne travaillons même pas au même étage. Je sais, mais les rumeurs sont déjà parvenues au RH. Ils ont ouvert une enquête interne, le café autour de nous bourdonnait de voix, du cliquetis de la vaisselle, du bruit des machines à café, et j'étais assise là, au milieu de tout cela, et je sentais le monde se réduire à un petit point. Une enquête, ai-je répété. Sur quelle base? Une plainte anonyme. Quelqu'un a écrit au RH que tu avais obtenu ton poste non pas grâce à tes qualifications, mais grâce à des relations spéciales avec la direction. Il a ajouté des détails, on vous aurait vu ensemble après le travail, vous auriez voyagé avec lui en déplacement. Je n'ai jamais voyagé avec lui en déplacement, je n'ai jamais voyagé avec lui où que ce soit. Je sais, répéta Tia, mais quelqu'un veut vraiment que les gens y croient. Je me suis adossée à ma chaise, j'ai réfléchi. Qui aurait pu faire ça? Qui avait un mobile? Marcus Dean, ai-je dit à voix haute. Tia a hoché la tête. J'ai pensé à lui aussi. Marcus Dean est responsable des achats au bureau de Boston. Nous étions tous les deux candidats au poste de directeur régional. Il était sûr de l'obtenir. 10 ans dans l'entreprise, de bons résultats, des relations, mais c'est moi qui l'ai obtenu. Il ne cachait pas son mécontentement. Lors des réunions générales, il me regardait comme si je lui avais volé quelque chose de personnel. Mais je pensais qu'il s'en remettrait et se calmerait. Les gens perdent des concours tous les jours. Il a quelqu'un à l'intérieur, a déclaré Tia, quelqu'un qui lui transmet des informations. Sinon, d'où viennent ces détails sur les voyages d'affaires, les réunions après le travail? Quelqu'un invente tout ça? Ou quelqu'un voit ton agenda et déforme les faits? Tu es allé à Kansas City le mois dernier, n'est-ce pas? Pour des négociations? Oui. Lawson était là-bas au même moment, à une autre réunion, dans un autre bâtiment, mais dans la même ville. J'ai fermé les yeux. Voilà, quelqu'un a vu dans mon agenda que j'étais en déplacement à Kansas City. Il a vu que Lawson s'y était également rendu cette semaine-là, et il a tiré des conclusions. Je dois trouver qui est George initié, ai-je dit. Qui a accès à mon agenda? Votre assistante, votre supérieur hiérarchique direct. Et les coordinateurs logistiques. Nous voyons les agendas de tous ceux qui partent en déplacement afin de planifier le transport et l'hébergement. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Recueillir des preuves, chercher qui a rédigé cette plainte. Et être prudente, les RH sont déjà en train d'enquêter. Nous sommes restés au café pendant encore 1 heure. Tia m'a raconté ce qu'elle avait entendu au bureau, qui chuchotait, qui regardait de travers. J'écoutais et je prenais des notes. Elle a promis de me tenir au courant si elle apprenait quelque chose de nouveau. Lorsque nous nous sommes quittés à la porte, elle m'a prise dans ses bras. Accroche-toi, tu es forte, tu vas y arriver. J'ai hoché la tête, les remercié et suis partie. Mais quelque chose me tracassait, une petite voix dans ma tête que je n'arrivais pas à identifier. Au travail, je me suis enfermée dans mon bureau et j'ai commencé à fouiller. J'ai vérifié mes accès, vérifié qui avait consulté mon agenda au cours du dernier mois. La liste était longue, mais la plupart des personnes avaient des raisons légitimes. Mon assistante, mon chef, les coordinateurs, mon téléphone a vibré, c'était Kirsten. J'ai voulu raccrocher, je n'avais pas le temps pour les drames familiaux, mais elle a rappelé immédiatement. Puis une deuxième fois. Au quatrième appel, j'ai décroché. Dorothée. Sa voix semblait avoir couru un marathon. Enfin, pourquoi tu ne réponds pas? Je suis au travail. Que s'est-il passé? Nate a dit qu'il avait besoin de réfléchir à notre relation, qu'il n'était pas sûr que nous soyons faits l'un pour l'autre. Dorothée, il veut me quitter. J'ai appuyé mes doigts contre mes tempes. Kirsten, je ne peux pas en ce moment. Tu ne peux pas. Ma vie est en train de s'effondrer et tu ne peux pas. J'ai une enquête au travail. Les RH vérifient si j'ai obtenu ma promotion légalement. Quelqu'un répand la rumeur que j'ai couché avec le vice-président. Silence à l'autre bout du fil. Quoi? Dit enfin Kirsten. Oui, c'est pour ça que je suis un peu occupée en ce moment. Mais chérie, je t'en supplie, viens.
Parle à Nate, explique-lui que c'est ma famille qui est comme ça, pas moi, je ne suis pas une mauvaise personne, c'est juste mon éducation. Kirsten l'interrompis-je. C'est ta relation, pas la mienne. Si elle s'effondre pour une broutille comme ça, existait-elle vraiment? Comment peux-tu dire ça? Je dis la vérité, Nate n'est pas stupide, il voit ce qu'il voit, et si vous ne pouvez pas surmonter cela ensemble, alors peut-être n'êtes-vous vraiment pas fait l'un pour l'autre. Kirsten pleurait au téléphone. Tu es cruel, tu as toujours été cruel. Je suis réaliste et je n'ai pas le temps pour des bêtises en ce moment. J'ai un travail, un vrai travail, qui pourrait prendre fin si je ne règle pas ce problème. J'ai raccroché, mes mains tremblaient, non pas de peur mais de colère, contre Kirsten qui ne pensait qu'à elle-même, contre ma mère qui allait sûrement rappeler dans 5 minutes avec de nouvelles accusations, contre toute cette famille qui ne m'avait pas vue depuis des années et qui exigeait maintenant que je laisse tout tomber pour venir à leur secours. Ma mère a rappelé 3 minutes plus tard, je m'étais trompée de 2 minutes seulement. Chérie, qu'as-tu dit à Kirsten? Elle est en larmes, la vérité. Quelle vérité? Quelle est-ce mauvaise? Que ses relations sont sa responsabilité, pas la mienne. Tu as gâché son Thanksgiving avec tes vantardises, et maintenant tu refuses de l'aider. Maman, l'ai-je interrompu, et ma voix était si froide que je m'en suis moi-même étonnée. Je ne me suis pas vantée. J'ai répondu à une question directe, et maintenant j'ai une enquête au travail qui pourrait détruire ma carrière. Je n'ai donc pas le temps de m'occuper de Kirsten, de toi et de vos drames. Résolvez vos problèmes vous-même. Vous êtes des adultes après tout. J'ai raccroché et éteint mon téléphone. Les 3 jours suivants, je n'ai pratiquement pas quitté le bureau. J'ai creusé, analysé, cherché des liens. J'ai parlé à plusieurs collègues avec prudence sans révéler ce que je cherchais exactement. J'ai appris que Marcus Dean avait récemment appelé plusieurs fois le bureau de Chicago, qu'il avait déjeuné plusieurs fois avec l'un de nos collègues, mais personne ne savait avec qui exactement. Et puis j'ai trouvé, c'était dans les journaux d'accès. Quelqu'un avait consulté mon agenda 17 fois au cours du dernier mois, bien plus souvent que nécessaire pour coordonner des déplacements professionnels. Quelqu'un avait consulté mes rendez-vous, mes déplacements, mes contacts, Tia Marchetti. Je me suis assise devant l'écran et j'ai regardé son nom répété 17 fois et je me suis souvenue comment elle avait été la première à venir m'avertir, comment elle connaissait tous les détails, comment elle m'avait prise dans ses bras et m'avait dit accroche-toi. Elle jouait sur 2 tableaux. J'ai commencé à me souvenir, il y a un an, un poste de coordinatrice de projet s'était libéré dans notre département, un poste plus élevé que le sien, avec un meilleur salaire. Tia a postulé, mais j'ai recommandé un autre candidat, Jeremy Wong, qui avait plus d'expérience. Tia n'a rien dit à ce moment-là. Elle a souri, a félicité Jérémy et est retournée travailler. Je pensais qu'elle l'avait bien pris. Je me suis trompée. Elle a attendu un an. Elle a attendu l'occasion de se venger. Et quand Marcus a commencé à chercher quelqu'un pour m'aider à couler, elle était là. Je me suis adossée à mon fauteuil, je me sentais idiote pendant 3 jours, mais j'avais tout partagé avec elle, ce que je savais, ce que je cherchais, ce que je soupçonnais, et elle avait tout transmis à Marcus. Il connaissait chacun de mes mouvements, il fallait maintenant changer de stratégie. Cesser de partager la vérité avec Tia, lui donner de fausses informations. Rassembler des preuves, journaux d'accès, enregistrements d'appels, témoignages de collègues, tout rassembler et le soumettre au RH avant qu'ils ne terminent leur enquête à mon sujet. J'ai travaillé jusqu'à tard dans la nuit, j'ai conservé des captures d'écran, copié les journaux, rédigé une chronologie des événements. C'était comme assembler un puzzle. L'image devenait de plus en plus claire. Marcus avait perdu le concours. Marcus voulait se venger. Marcus avait trouvé Tia qui avait aussi une dent contre moi. Ils se sont mis d'accord. Tia divulguait des informations, Marcus rédigeait des plaintes. Mon téléphone était éteint depuis le jour où j'avais parlé à ma mère. Je l'ai allumé à 22 heures, alors que j'étais sur le point de rentrer chez moi. 12 appels manqués, 6 de Kirsten, 4 de ma mère, 2 d'un numéro inconnu et un message vocal de mon père. J'ai appuyé sur écouter et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Chérie, sa voix était étrange. Calme, tendue. Il ne m'avait jamais appelé, jamais. C'est Kirsten, elle a fait quelque chose. Viens. Le message était terminé. Je me tenais dans le bureau vide, le téléphone à la main, et je sentais le froid me parcourir le dos. Elle a fait quelque chose. Qu'est-ce que cela signifiait? Qu'avait-elle pu faire? J'ai rappelé mon père. Il a décroché dès la première sonnerie. Chérie? Papa, que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à Kirsten? Pause. Une longue, terrible pause. Elle est à l'hôpital. Je ne me souviens pas comment je suis arrivée en Iowa. Je ne me souviens que de quelques fragments. Une station-service à mi-chemin où j'ai acheté un café que je n'ai jamais bu. La bande noire de la route dans la lumière des phares. Mes mains sur le volant, serrées si fort que mes os étaient en blanc, et la voix de mon père dans ma tête qui se répétait encore et encore. Elle est à l'hôpital. Je suis arrivée dans ma ville natale à 3 heures du matin. L'hôpital était à la périphérie, un vieux bâtiment en briques rouges que je me rappelais depuis mon enfance. C'est ici qu'on m'a recousu le genou quand je suis tombée de vélo en 4e. C'est ici que mon grand-père a passé ses derniers jours. Et maintenant, c'était au tour de Kirsten. Mon père attendait dans le couloir, il était assis sur une chaise en plastique près du mur, voûté, vieilli. En me voyant, il s'est levé. Merci d'être venu. Que s'est-il passé? J'ai à peine reconnu ma propre voix. Une overdose de somnifères. C'est sa mère qui l'a trouvée. Elle est venue à son appartement parce que Kirsten ne répondait pas au téléphone. Elle était allongée sur son lit. Il y avait un emballage vide de comprimés par terre. Je me suis adossée contre le mur. Mes jambes ne me soutenaient plus. Les médecins disent que ce n'est pas mortel, a poursuivi mon père. Il n'y avait pas beaucoup de comprimés et elle les a pris peu de temps avant qu'on la trouve.
Ils disent donc que c'était un geste impulsif, non pas prémédité, un geste impulsif, comme si cela devait me rassurer. Où est maman? Dans sa chambre, j'ai parcouru le couloir, j'ai trouvé la bonne porte, je suis entrée. Kirsten était allongée sur son lit, pâle, une perfusion dans la main, les yeux fermés. Ma mère était assise à côté d'elle, lui tenait la main et pleurait. Entendant mes pas, elle a levé la tête et j'ai vu son visage changer. Les larmes ont séché, la colère est apparue. Toi, maman, c'est à cause de toi. Elle s'est levée sans lâcher la main de Kirsten, c'est à cause de toi qu'elle est ici. Denise, mon père est entré derrière moi et a posé sa main sur l'épaule de ma mère. Pas ici, pas maintenant. Et quand alors? Elle a repoussé sa main. Quand elle a parlé de ses millions à table, Kirsten s'est effondrée. Elle a pleuré pendant 3 jours. Puis elle a appelé Dory, la suppliant de venir parler à Nate. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Je n'ai pas de temps à perdre avec des bêtises. Des bêtises, Dory. Pour toi, c'est des bêtises. Je suis restée là à écouter. Je ne me suis pas défendue. Je ne me suis pas justifiée. Ma mère criait et je la laissais crier parce qu'une partie de moi pensait. Et si elle avait raison? Et si j'étais venue? Et si je n'avais pas dit bêtises? Denise, dit mon père en posant à nouveau sa main sur son épaule, et cette fois, elle ne la repoussa pas. Ça suffit. Quoi, ça suffit? Ça suffit, arrête de blâmer Dora. Ma mère s'est figée, je me suis figée, mon père ne la contredisait jamais, il ne s'immisçait jamais dans les conflits, il était comme une ombre, silencieuse, invisible, toujours en retrait. Qu'est-ce que tu as dit? La voix de ma mère était devenue calme, dangereuse, j'ai dit ça suffit, ce n'est pas la faute de Dora. Elle a répondu aux questions à table, elle a parlé de son travail. Ce n'est pas un crime, Denise, c'est normal. Ma mère le regardait comme si elle le voyait pour la première fois. Tu sais à qui on imputait la faute. Le père parlait doucement, mais chaque mot tombait comme une pierre. À toi et à moi parce que je me suis tue. Howard, tu as mis la pression sur Kirsten pendant des années. Tu l'as comparée à Dora. Dora ne s'est pas mariée, mais toi, tu dois te marier. Dora n'a pas d'enfant, mais toi, tu en auras. Dora n'a rien accompli, mais toi, tu accompliras quelque chose. Tu as fait d'elle ton projet, ta deuxième tentative. Parce que tu n'avais pas accompli ce que tu voulais, tu as décidé de le faire à travers elle. Ma mère a reculé d'un pas. Ce n'est pas vrai. C'est vrai, et tu sais quoi? Le pire, c'est que nous comparions Kirsten à Dora, mais nous ne savions même pas qui était devenue Dora. Nous pensions qu'elle était une ratée, qu'elle n'avait rien accompli, et nous le répétions à Kirsten encore et encore. Tu dois être meilleure que ta sœur. Et entre-temps, ta sœur est devenue directrice régionale et gagne plus que nous tous. Je ne savais pas. Justement, tu ne savais pas parce que tu t'en fichais. Tu t'es toujours désintéressée de Dora, elle ne cadrait pas avec tes projets, et maintenant qu'elle a plus de succès que nous tous, tu ne peux pas l'accepter et tu la rends responsable de ce qui est arrivé à Kirsten. Silence. Seul le bip des moniteurs connectés à Kirsten se fait entendre. La mère s'assit lentement sur une chaise, son visage avait l'expression de quelqu'un qui venait de recevoir une gifle. Kirsten était au bord du gouffre depuis plusieurs mois, poursuivit le père plus doucement. La pression que tu lui mettais, les problèmes avec Nate, le sentiment qu'elle ne répondait pas aux attentes. Elle m'a appelé, tu le sais. Elle m'appelait et pleurait. Elle disait qu'elle n'en pouvait plus et je ne savais pas quoi faire, je ne savais pas comment l'aider. Parce que tu disais toujours, elle dramatise, moi c'est tout, elle veut juste attirer l'attention. Je n'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit, plusieurs fois. Et je t'ai écouté parce que c'était plus facile. C'était plus facile de penser que tout allait bien, que Kirsten était juste sensible, que ça s'arrangerait tout seul. Il est revenu vers moi. Je suis désolée, Dorothée. Pour tout, je ne savais pas quoi répondre. Alors j'ai juste hoché la tête. Ma mère était assise, les yeux fixés sur le sol. Elle ne pleurait plus, elle ne criait plus, elle était simplement assise là. Je vais rester ici, ai-je dit. Rentrez chez vous, reposez-vous. Mais, a commencé ma mère. Allez-y, ai-je répété, je vous appellerai s'il y a du changement. Mon père a fait sortir ma mère de la chambre, je suis restée seule avec Kirsten. Elle dormait ou faisait semblant de dormir, je m'assis sur une chaise près du lit et la regardais. Son visage pâle, les cernes sous ses yeux, son bras avec la perfusion. Ma petite sœur, la petite fille que je portais sur mon dos quand elle avait 5 ans. La petite fille dès qui me suivait partout. Quand avions-nous fini par devenir si étrangères l'une à l'autre? À 6 heures du matin, la porte de la chambre s'est ouverte. J'ai pensé que c'était l'infirmière, mais c'était Nate. Il s'est arrêté à la porte, m'a vu et s'est figé. Je... A-t-il bégayé? J'ai reçu un appel. On m'a dit qu'elle était ici. Qui t'a appelé? Son ami, Megan. Il s'est approché du lit, il a regardé Kirsten et j'ai vu son visage se déformer. C'est ma faute. Non, je lui ai dit que je devais réfléchir, que je n'étais pas sûre de notre relation. Elle a pleuré, m'a supplié, mais je suis partie, je suis rentrée chez moi et j'ai éteint mon téléphone. Nate, je me suis levée et je me suis approchée de lui. Ce n'est pas ta faute, ce n'est pas ma faute. Il a ri amèrement. Regarde où mon ce n'est pas ma faute m'a mené. Ce n'est pas à cause de toi, c'est à cause de. Je me suis interrompue. C'est compliqué, il y a beaucoup de raisons. La pression de sa mère, le sentiment qu'elle ne répond pas aux attentes, des années de comparaison et de critique. Tu as été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais tu n'es pas la cause. Il était resté silencieux. Il regardait Kirsten. Elle me disait qu'elle voulait être parfaite, dit-il enfin, pour maman, pour moi, pour tout le monde, et je ne comprenais pas ce que cela signifiait. Je pensais que c'était de l'ambition. En fait, c'était du désespoir. Nous restâmes silencieux. Dehors, le jour se levait avec sa lumière grise et froide du matin.
Je vais y aller, dit Nate. Je ne veux pas qu'elle se réveille et me voie. Pas maintenant, mais si elle veut parler, je viendrai. N'importe quand. Il est parti, je me suis retrouvée seule à nouveau. Kirsten s'est réveillée à 8 heures, elle a ouvert les yeux, m'a vue et s'est détournée vers le mur. Pourquoi es-tu venue? Parce que tu es ma sœur. Je pensais que tu avais un travail important, que tu n'avais pas de temps à perdre avec des bêtises. Coup bas, je l'ai mérité. Je suis désolée pour ce que j'ai dit, c'était cruel. C'était la vérité. Ma vie n'est qu'une bêtise, pour tout le monde. Kirsten, ne fais pas ça, dit-elle en continuant à regarder le mur, ne me sauve pas. Ne me dis pas les bons mots, je sais ce que tu penses, que je suis pathétique, que j'ai fait une scène pour attirer l'attention. Je ne pense pas ça. Si tu le penses, tout le monde le pense. Je me suis levée et je me suis assise sur le bord du lit, de manière à être dans son champ de vision. Que s'est-il passé, Kirsten? Raconte-moi, pour de vrai. Longue pause, puis elle s'est tournée vers moi. Ses yeux étaient secs, mais il y avait quelque chose dans son regard qui m'a donné froid dans le dos. Je suis fatiguée, a-t-elle dit. Fatiguée d'être parfaite pour maman, fatiguée de répondre aux attentes, fatiguée de sourire et de dire que tout va bien alors que tout va mal. Elle s'assit sur le lit. Et quand tu as annoncé ta promotion à table, j'ai compris quelque chose d'effrayant. J'ai compris que j'avais passé toute ma vie à rivaliser avec toi. Maman me comparait à toi, me disait que je devais être meilleure et j'essayais tous les jours et maintenant je me rends compte que je ne savais même pas avec qui je rivalisais. Kirsten, non, écoute, je pensais que tu étais une ratée, c'est ce que disait maman. Dora n'a rien accompli, Dora est restée célibataire, Dora travaille dans un entrepôt et je la croyais. Je pensais que j'étais déjà meilleure que toi. Au moins j'ai une relation, j'ai des projets, j'ai une vie et toi non. Elle a ri amèrement. Et puis tu as parlé des millions, des contrats dans 8 États, des décisions que tu prends et j'ai compris, j'avais perdu une compétition à laquelle je n'avais même pas participé parce que je ne connaissais pas les règles. Parce que je ne savais pas qui était mon adversaire. Ce n'est pas une compétition, ai-je dit. Ça n'a jamais été une compétition. Pour maman, ça l'a toujours été. Elle était la seule à me soutenir. Et tu ne la dérangeais pas car elle te considérait comme une ratée. Tu étais hors jeu, elle m'a regardé dans les yeux. Et tu sais ce qui est le pire? J'ai eu honte de moi-même, honte de me réjouir de tes échecs, honte de ne rien savoir de ta vie, honte d'être une personne aussi pitoyable, mesquine et insignifiante. Tu n'es pas insignifiante. Je me sens comme un tas d'ordures, Doro, depuis longtemps. Et cette fois, je voulais juste que ça s'arrête. Je lui ai pris la main, elle ne l'a pas retirée. Tu n'es pas insignifiante, ai-je répété. Tu t'es perdue. Pendant des années, on t'a poussé dans une seule direction et tu ne savais pas qu'il pouvait en être autrement. Mais c'est possible et nous allons y remédier. Comment? Ensemble, pour de vrai, pas comme la gagnante et la perdante. Comme des sœurs, elle a enfin fondu en larmes et je l'ai prise dans mes bras pour la première fois depuis des années. Je suis restée avec Kirsten jusqu'au déjeuner. J'ai parlé aux médecins, ils ont recommandé une psychothérapie et Kirsten a accepté. C'était un premier pas, petit mais important. Le soir, je suis rentrée à Chicago. Le travail m'attendait et maintenant, je savais ce que j'avais à faire. La semaine suivante, j'ai joué avec Tia à son propre jeu. J'ai partagé des informations, mais cette fois-ci, il s'agissait de désinformation. Je lui ai parlé des preuves que j'avais soi-disant trouvées, des noms erronés, des dates incorrectes. Elle a tout gobé et l'a transmis à Marcus. Je le savais car j'ai vu son comportement changer. Quand j'ai été convoquée aux ressources humaines pour un entretien final, j'étais prête. Je suis entrée dans le bureau avec un dossier rempli de documents. Les journaux d'accès, les enregistrements des appels, la chronologie des événements, les témoignages de mes collègues et surtout les preuves montrant comment la désinformation que j'avais divulguée à Tia était apparue 2 jours plus tard dans les plaintes de Marcus. L'entretien a duré 2 heures. J'ai tout exposé calmement, méthodiquement, avec des preuves. Quand je suis sortie du bureau des RH, je savais que j'allais être innocentée. Tia m'a appelé le lendemain. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran et j'ai hésité à répondre. Je l'ai prise. Dora, sa voix tremblait à cause des larmes. J'ai été convoquée aux RH. Ils disent qu'ils ont des preuves que j'ai transmis des informations à Marcus. Je suis restée silencieuse. Ils veulent me licencier. Dora, s'il te plaît. Nous étions amis, tu peux faire quelque chose, leur parler, leur dire que c'est une erreur. Ce n'est pas une erreur, ai-je répondu. Tu sais que ce n'est pas une erreur. J'avais besoin de ce travail. Marcus m'avait promis de m'aider à obtenir une promotion si tu l'aides à me détruire. Silence. Tu as fait ton choix, Tia, et j'ai fait le mien. Dorothée, je t'en supplie, je raccrochais. Je m'assis à ma table et regardais par la fenêtre. Le ciel de Chicago était gris, comme toujours en hiver. Sur la table se trouvait un document, une proposition pour diriger le nouveau projet de l'entreprise. Centre de distribution dans l'Iowa, dans ma région natale, j'ai pris le document dans mes mains, j'ai relu les conditions, une grosse promotion, un nouveau poste, la possibilité de construire quelque chose à partir de zéro et de retourner là où je m'étais enfuie. Le téléphone a vibré, un message de Kirsten. La première séance de thérapie s'est bien passée, merci d'être venu à ce moment-là, merci d'être resté. J'ai regardé l'écran, puis le document, puis à nouveau l'écran. Peut-être était-il temps d'arrêter de fuir. 2 mois, c'est beaucoup et peu à la fois. Assez pour que certaines blessures cicatrisent, pas assez pour que les cicatrices disparaissent. Kirsten est sortie de l'hôpital une semaine après mon arrivée.
Les médecins ont insisté pour qu'elle suive un traitement ambulatoire, 2 séances de thérapie par semaine et des examens réguliers. Elle a accepté sans résistance, ce qui m'a surprise. Avant, elle aurait protesté, aurait dit qu'elle n'avait pas besoin d'aide, qu'elle pouvait s'en sortir toute seule, mais quelque chose en elle avait changé après cette nuit-là. Peut-être avait-elle enfin compris qu'elle ne pouvait pas s'en sortir seule. Elle et Nate se sont séparés 2 semaines après sa sortie de l'hôpital. Il est venu la voir, ils ont longuement discuté. Je ne connais pas les détails, Kirsten ne m'en a pas parlé, mais ensuite elle m'a appelé et m'a dit: nous avons décidé de nous séparer. Comment vas-tu ai-je demandé. C'est étrange, a-t-elle répondu après un moment de silence. Je suis triste, mais pas comme je le pensais. Il a dit que je devais d'abord faire le point sur moi-même, sur ma famille, sur ce que je veux. Et il a raison. Il a l'air d'être quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien, c'est pour ça qu'il est parti. Un autre serait resté par pitié, par culpabilité. Mais il est parti parce qu'il savait que c'était mieux pour moi. Elle s'est tue, puis elle a ajouté: la thérapeute dit que j'avais peur d'être seule, que j'ai toujours cherché quelqu'un qui me dise que je suis assez bien, d'abord ma mère, puis les garçons, maintenant je dois apprendre à me le dire moi-même. J'écoutais et je pensais: la voilà ma sœur, pour la première fois depuis des années, la vraie. À Chicago, j'ai clos l'enquête. Les RH m'ont complètement innocenté, les preuves étaient irréfutables. Marcus Dean a été licencié pour violation de l'éthique d'entreprise et diffusion d'informations manifestement fausses. Il a tenté de contester la décision, menaçant de saisir la justice, mais les avocats de l'entreprise lui ont rapidement fait comprendre que les preuves contre lui étaient irréfutables. Il a pris ses affaires et est parti. Selon les rumeurs au bureau, il aurait déménagé dans un autre état pour tout recommencer à zéro. Je n'ai pas vérifié, je m'en fichais. Tia a reçu un avertissement officiel qui a été ajouté à son dossier personnel. Ce n'était pas un licenciement, mais une tâche sur sa carrière qui la suivrait pendant des années. Certains de mes collègues m'ont ensuite demandé pourquoi je n'avais pas insisté pour qu'elle soit licenciée. J'avais des preuves. J'aurais pu insister. Je répondais: parce qu'un avertissement suffit. Elle a commis une erreur. Elle en a payé le prix. Ce n'est pas à moi de détruire sa vie. J'ai accepté la proposition de diriger le centre de distribution en Iowa à la mi-janvier. Ce n'était pas une décision facile. Pendant une semaine, je suis restée éveillée la nuit à peser le pour et le contre. Chicago, c'est ma vie depuis 7 ans. Mon appartement, les rues familières, mes cafés préférés, c'est là que je suis devenue celle que je suis. Mais l'Iowa, c'est là où j'ai grandi. C'est là que se trouve ma famille. C'est là que se trouve tout ce que j'ai fui. Et c'est peut-être pour cela qu'il fallait que j'y retourne. J'ai déménagé en février, j'ai trouvé un appartement dans une ville voisine, pas dans ma ville natale, afin de garder une certaine distance. J'ai commencé à travailler sur le projet, approbation des documents, embauche des entrepreneurs, 1000 petites décisions à prendre chaque jour. C'était épuisant, mais en même temps passionnant. Je construisais quelque chose de nouveau, quelque chose qui m'appartenait. Mon père est venu voir le chantier à la fin du mois de février. Je ne l'avais pas invité, c'est lui qui m'a appelé pour me demander s'il pouvait venir. J'ai été surprise. Mon père n'avait jamais pris d'initiative. Il ne s'était jamais intéressé à mon travail. Il est arrivé samedi matin. Nous nous tenions sur le chantier, la charpente du futur bâtiment, les engins, les ouvriers avec leurs casques. Il a longuement regardé sans dire un mot. Je me suis tue moi aussi, je ne savais pas quoi dire. Finalement, il a pris la parole. C'est grand. Oui. Et tout cela est à toi? C'est ta responsabilité? Oui, il a hoché la tête, puis il a dit doucement, presque dans un murmure: je suis fier de toi. Je me suis tournée vers lui, il ne me regardait pas, il regardait le chantier, mais j'ai vu qu'il serrait les lèvres, il clignait des yeux plus souvent que d'habitude. Merci, dis-je. J'aurais dû te le dire plus tôt, plusieurs fois. Je suis désolée de ne pas l'avoir fait. Papa, ta mère ne voulait pas entendre parler de tes succès. Il était plus facile pour elle de penser que tu n'avais rien accompli, car alors Kirsten était meilleure. Et je me suis tue, je pensais que c'était ainsi que je préserverais la paix. Mais je me cachais simplement. Il m'a enfin regardée. Tu vaux mieux que ça, Dorothée. Tu l'as toujours valu. Je ne savais pas quoi répondre, alors je l'ai simplement serré dans mes bras. Il s'est figé un instant, nous nous embrassions rarement dans notre famille, puis m'a serré dans ses bras en retour, fort, maladroitement, comme un père. Lorsque nous nous sommes éloignés l'un de l'autre, il a toussé et s'est détourné, comme s'il avait honte de montrer ses émotions, mais j'ai vu que quelque chose avait changé, entre nous, en lui. Tu veux bien me montrer l'intérieur demanda-t-il, si c'est possible. Bien sûr, répondis-je en souriant. Allons-y, mais tu dois mettre un casque. Il a mis un casque, trop grand pour sa tête, il lui tombait sur les yeux, et nous sommes partis. Je lui ai montré les futurs bureaux, les entrepôts, les zones de chargement. Je lui ai expliqué comment tout allait fonctionner. Il écoutait attentivement, posait des questions. Des questions simples. Il ne comprenait rien à la logistique, mais sincère. C'était la première fois que mon père s'intéressait à mon travail. Kirsten m'appelait une fois par semaine. Au début, les conversations étaient courtes. Comment ça va? Quoi de neuf? Bien, moi aussi. Nous étions toutes les deux gênées. Nous ne savions pas comment nous parler, sincèrement, sans mécanisme de défense. Mais chaque semaine, cela devenait plus facile. Elle me parlait de sa thérapie, de ce dont il discutait, des idées qui lui venaient. Elle m'a raconté comment elle avait compris, pour la première fois, qu'elle avait passé toute sa vie à essayer d'être celle que sa mère voulait voir et non celle qu'elle était vraiment. Je ne sais même pas qui je suis, m'a-t-elle dit un jour. Je ne sais pas ce que j'aime, ce que je veux. Toute ma vie, j'ai voulu ce que ma mère voulait pour moi. Et qu'est-ce que tu veux maintenant?
Je veux le découvrir. La thérapeute dit que c'est un processus. On ne peut pas comprendre en une semaine ce qu'on s'est caché pendant 26 ans. Je lui ai parlé de la construction, des problèmes avec les entrepreneurs, des retards dans la livraison des matériaux, des nuits où je ne dormais pas à cause du stress. Elle m'écoutait et me posait des questions. De vraies questions, pas des questions de politesse. Comment gères-tu la pression m'a-t-elle demandé un jour. Mal, ai-je avoué. Je pense souvent que je n'y arriverai pas, que c'est une trop grande responsabilité. Et alors, que fais-tu? Je passe à l'étape suivante, puis un autre, et encore un autre, jusqu'à ce que ça devienne plus facile. C'est une bonne stratégie. La seule que je connaisse, moi, c'était la première fois que nous discutions vraiment, pas en tant que femme qui a réussi et mon femme qui a échoué, ni en tant que femme plus âgée et femme plus jeune, mais comme deux femmes adultes qui essaient de comprendre leur vie. Un jour, elle m'a demandé: Dorothea, tu te sens parfois seule? Je suis restée silencieuse, je ne m'attendais pas à cette question. Ça m'arrive, ai-je fini par répondre. Surtout ici, dans l'Iowa. À Chicago, j'avais des collègues, donc des connaissances. Ici, je ne connais personne. Mais tu ne cherches personne. Une relation, je veux dire. Pas pour l'instant. Peut-être un jour, mais pour l'instant, je veux comprendre ce que j'ai, mon travail, ma famille, moi-même. Nous sommes pareils, dit Kirsten doucement. Nous apprenons toutes les deux à être seules avec nous-mêmes. Ce n'est peut-être pas si mal. Peut-être. Ma mère n'a pas appelé. Pendant 2 mois, pas un seul appel, pas un seul message. J'attendais, je ne sais pas quoi exactement, peut-être des excuses, peut-être des reproches, peut-être simplement sa voix, rien. Mais un jour, quand mon père m'a appelé, il m'a dit: Maman m'a demandé de te dire. Il s'est interrompu. Elle a dit: Peut-être que j'avais tort. Je suis restée silencieuse. C'est tout ce qu'elle a dit, mais pour elle, tu sais comment elle est. Pour elle, c'est beaucoup. Je le savais. Denise Wensinger n'a jamais reconnu ses erreurs. Elle ne s'est jamais excusée. Peut-être que j'avais tort. Pour elle, c'était comme signer une capitulation. Dis-lui que j'ai entendu, ai-je dit. Alors c'est tout? Pour l'instant, oui. Ce n'était pas un pardon, ce n'était pas une réconciliation, mais c'était un début. Une petite fissure dans le mur qu'elle avait construit pendant des années. Je ne savais pas si nous allions un jour devenir proches, si elle allait pouvoir m'accepter telle que j'étais et non telle qu'elle voulait me voir. Est-ce que je pourrais lui pardonner toutes ces années d'humiliation, d'indifférence, de comparaison? Mais peut-être que je me suis trompée, était un premier pas. Et j'ai décidé d'attendre, de voir s'il y aurait un deuxième. Le jour de l'inauguration du centre tombait à la fin du mois de mars, le premier jour vraiment chaud du printemps. Le soleil, le ciel bleu, l'odeur de la terre qui se réveille. Je me tenais devant l'entrée du nouveau bâtiment. Verre, métal, béton, mon projet, mon travail. Beaucoup de gens sont venus à la cérémonie. La direction de l'entreprise de Chicago, des fonctionnaires locaux, des journalistes. J'ai prononcé un discours, court, sans pathos. J'ai remercié l'équipe, décrit les plans, invité à la coopération, puis j'ai coupé le ruban. Les appareils photos ont flashé, les gens ont applaudi, je me tenais debout, les ciseaux à la main, et je pensais: je l'ai fait. Contre toute attente, je l'ai fait. J'ai cherché des yeux dans la foule et j'ai trouvé. Mon père se tenait à côté, vêtu de sa plus belle chemise, celle qu'il avait portée à ma remise de diplôme. À côté de lui, ma tante Cheryl, qui applaudissait le plus fort de tous, et Kirsten dans une robe simple, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle souriait d'un vrai sourire, pas de ce sourire forcé que j'avais vu pendant des années. Ma mère n'était pas là, mais quand je suis retournée dans le bâtiment, j'ai vu un coursier avec un bouquet, un énorme bouquet de roses blanches, ses préférées. J'ai pris la carte et j'ai lu: Félicitations, maman. 2 mots. Mais venant d'elle, c'était comme un long discours. Après la cérémonie, je me suis approchée de Kirsten. Nous nous sommes embrassés, fort longuement. Je suis fière de toi, m'a-t-elle dit, et je regrette de ne te l'avoir jamais dit. Moi aussi, répondis-je, de ne pas te l'avoir dit. Nous avons toutes les deux été stupides. Probablement, elle rit d'un rire léger et sincère, et je ris avec elle. Les gens autour de nous nous regardaient, deux sœurs qui riaient sans raison au milieu d'une cérémonie officielle. Je m'en moquais. Mon père s'est approché, m'a serré la main, officiellement, à la manière des hommes, mais ses yeux brillaient. Bravo, ma fille. Ma tante Cheryl m'a serré si fort dans ses bras que j'avais du mal à respirer. Je le savais, a-t-elle murmuré. J'ai toujours su que tu étais capable de mieux. Dommage que ta mère ne se soit pas permis de le voir. Peut-être qu'elle le verra maintenant. Peut-être, elle est têtue, mais pas stupide. Tôt ou tard, elle le verra. Nous étions tous les quatre à l'entrée de mon centre. Mon père, ma tante, Kirsten et moi. Pas toute la famille, mais c'était suffisant. C'était plus que ce que j'avais il y a un an. Le soir, j'étais assise dans mon nouveau bureau. Par la fenêtre, je voyais les champs, le coucher de soleil, le ciel teinté de rose et d'orange. Sur la table, il y avait des documents à signer, des contrats avec des fournisseurs, des calendriers de livraison, des rapports pour la direction, mais je ne pensais pas au travail. Je pensais à tout ce qui avait changé en 2 mois. Kirsten qui apprend à être elle-même, pas une fille parfaite, pas la petite amie de quelqu'un, juste elle-même. Mon père qui a enfin pris la parole et il s'avère qu'il a des choses à dire. Ma mère qui a fait le premier pas, un petit pas maladroit, mais un pas quand même. Tia et Marcus qui ont eu ce qu'ils méritaient, sans ma vengeance, juste la justice. Et moi, Dora Wensinger, 29 ans, d'une directrice régionale, une personne qui ne fuit plus. Le téléphone a vibré, un message de Kirsten: Tu viens pour Pâques? Maman a promis de ne pas parler de travail, de Nate ou de quoi que ce soit d'autre. Je regardais l'écran, Pâques en famille, avec ma mère qui, s'était peut-être trompée. Avec mon père qui avait enfin pris la parole, avec Kirsten qui apprenait à être elle-même. Avant, j'aurais hésité, j'aurais trouvé une excuse pour repousser ma décision, le travail, les déplacements, les projets, mais maintenant, j'ai tapé ma réponse.
Je viendrai. Je l'ai envoyé. Puis j'ai ajouté, mais prends quand même le dictaphone pour les promesses de maman. La réponse est arrivée une seconde plus tard, 3 émoticônes rieurs. J'ai posé mon téléphone sur la table et me suis adossée à mon fauteuil. Dehors, le soleil touchait l'horizon. Les champs étaient dorés, comme si quelqu'un avait renversé du miel sur la terre. Le ciel se parait de couleurs que l'on ne voit pas en ville, rose, orange, violet sur les bords. Je regardais cette beauté et je pensais, je suis de retour. Pas parce que je le devais, parce que je le voulais, parce que c'est ma maison, pas la maison où j'ai grandi, je ne m'y suis jamais sentie chez moi, mais celle-ci, ces champs, ce ciel, ce centre que j'ai construit, ces gens avec qui j'apprends à former une famille. Le téléphone a vibré à nouveau. J'ai pensé Kirsten, mais non, un numéro de Chicago, un numéro professionnel. J'ai répondu Dora, c'est Jeremy Wong, du siège social. Jeremy Wong, celui que j'avais recommandé pour remplacer Tia. Nous n'étions pas proches, mais il m'avait toujours traité avec respect. Bonjour Jérémy, que se passe-t-il? Je voulais te féliciter pour l'ouverture. J'ai vu les photos, ça a l'air superbe. Merci. Et puis, il s'est tu. Je ne sais pas si je dois te le dire, mais Tia a démissionné aujourd'hui. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Ce n'était ni de la joie, ni du soulagement, quelque chose d'autre. Elle-même, oui, elle a écrit une lettre de démission, a pris ses affaires et est partie. Elle n'a rien dit à personne, mais avant cela, elle a demandé de tes nouvelles. Si tu étais toujours à Chicago. Qu'as-tu répondu? Que tu étais dans l'Iowa, que tu avais un nouveau projet, que tout allait bien pour toi. Je regardais par la fenêtre, le soleil avait déjà disparu à moitié derrière l'horizon. D'accord, ai-je dit, merci de me l'avoir dit. Chérie, il s'est tu à nouveau. Tu as bien fait, avec elle, un avertissement au lieu d'un licenciement. Elle a eu une chance. Ce n'est pas ta faute si elle n'en a pas profité. Je sais, nous nous sommes dit au revoir, j'ai raccroché, Tia a démissionné. Elle est partie, peut-être qu'elle recommencera ailleurs, peut-être qu'elle se trouvera, peut-être pas, je ne savais pas ce qu'elle ressentait, si elle regrettait, si elle me détestait, si elle avait compris quelque chose sur elle-même, et je ne le saurais probablement jamais. Mais ce n'est plus mon histoire. Mon histoire, c'est ici, dans ce bureau avec vue sur les champs dorés, dans cette vie que je construis. Dans cette famille que j'apprends à aimer d'une nouvelle manière. Je me suis levée de table, j'ai éteint l'ordinateur, j'ai pris mon sac. Il est temps de rentrer à la maison. Je suis sortie du bâtiment par une chaude soirée de printemps. L'air sentait la terre et l'herbe, au loin, un chien aboyait. La voiture m'attendait dans le parking, seule sur le bitume désert. Je me suis assise au volant, mais je n'ai pas démarré le moteur, je suis simplement restée assise à regarder mon centre, silhouette sombre se découpant sur le ciel crépusculaire. Je l'ai construit, je suis revenue, je ne fuis plus. J'ai finalement démarré la voiture et pris la route. Sur le chemin du retour, vers mon appartement, vers ma nouvelle vie. Peut-être qu'elle ne sera pas parfaite, peut-être que ma mère ne m'acceptera jamais complètement, peut-être que Kirsten et moi nous disputerons à nouveau. Peut-être qu'il y aura de nouveaux problèmes au travail, de nouveaux Marcus et Tia, mais je m'en sortirai, pas à pas, jour après jour, comme toujours.